Mesdames et messieurs, bienvenue à Planète Terre. Aujourd'hui à l'émission, à un mois des législatives, le projet européen est-il mis en veilleuse, voire compromis, et en pleine montée en puissance? Que veut la Chine exactement? Alors, la législative européenne approche, fin mai, dans un contexte où la construction européenne semble avoir du plomb dans l'aile. Tout d'abord, bref rappel sur les jalons de la construction européenne. La Communauté économique européenne existe depuis la fin des années 50, mais c'est vraiment en 1992, avec le traité de Maastricht, qu'est formée l'Union européenne. Donc, c'est plus seulement une union économique, mais aussi avec une personnalité de politique, enfin une personnalité politique extérieure de défense et également une coopération judiciaire et policière. Est arrivé ensuite l'euro, la monnaie commune en 2002, et en 2005, un échec, celui du projet de constitution européenne. Aujourd'hui, le scepticisme à l'égard de l'Europe est assez élevé. Selon les sondages d'Eurobaromètre, la confiance envers l'Union n'a jamais été aussi faible et Bruxelles craint la résurgence du populisme et des nationalismes avec la montée des partis eurosceptiques comme le Front national en France notamment. Et bien sûr, il y a la crise dans la zone euro qui a suscité une tension notamment entre les pays créanciers et les pays récipiendaires de l'aide économique. Alors, à un mois des élections européennes, le projet européen est-il mis en veilleuse, voire compromis? J'en discute aujourd'hui avec Bruno Palier, qui est directeur de recherche du CNRS au Centre d'études européennes à Sciences Po Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et je souligne que vous êtes à Montréal dans le cadre du dialogue transatlantique Canada-Europe. Et également avec nous, Georges Ross, qui est professeur au département de sciences politiques et de la chaire Jean Monnet. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai brossé un portrait assez sombre. Mais si on veut, je voudrais avoir votre avis, quelle est exactement l'ampleur du problème? Est-ce qu'on peut effectivement dire que le projet de construction européenne est mis en péril, est en péril ou simplement essoufflé, là? Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que le péril, il est politique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un rejet de la construction européenne, un sentiment des citoyens qu'il y a une distance entre ce qui se passe à Bruxelles et leur vie quotidienne, une méfiance, etc., qui risque de se traduire dans les urnes. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un essoufflement de la construction institutionnelle européenne, puisque depuis 2010, depuis ce moment où les instances européennes ont décidé de réagir, on a une multiplication de décisions européennes qui a considérablement renforcé les pouvoirs, notamment de la Commission européenne, à travers ce qui s'appelle dans le jargon les six-pack et le two-pack, et le traité budgétaire de Lisbonne, qui a été adopté l'an dernier. Donc on est quand même dans une situation où, en fait, on a donné aux institutions européennes énormément de capacités pour contrôler ce qui se passe dans les différents États membres. D'accord, on y reviendra. Georges Ross, votre avis là-dessus? Moi je dirais c'est une situation dramatique, donc c'est évasion de votre question. Mais d'abord, il faut dire que 60 ans d'Europe, c'est une réussite, énorme réussite. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est unifiée, il y a de la coopération, il y a un marché civilisé, respect des droits humains, tout ça et beaucoup plus. Mais depuis 5 ans, disons, c'est une crise larvée, une crise dramatique. Et au lieu de répondre à la question, je pense qu'on est devant beaucoup d'incertitudes. Ce qu'a dit Bruno est exact, mais on ne sait pas où ça va aller, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc après tant de réussites qui étaient bourrées de problèmes. Pendant des décennies, oui. Oui, c'était bourré de problèmes et de crises, mais ça, c'est le plus grand moment de crise qu'on connaît depuis le plan Schuman, je pense, non? Et donc, où ça va aller, c'est pas clair. C'est très difficile de dire aujourd'hui. Oui. Vous avez parlé de renforcement, enfin, de nouvelles institutions, renforcement des institutions de la Commission européenne, notamment. Mais vous avez évoqué au départ une espèce de crise de légitimité ou une distance. Est-ce que c'est justement pas là l'un des problèmes où Bruxelles se renforce, d'une certaine façon, l'Europe se renforce, mais où la population, les électeurs, dans cette grande démocratie, ne voient pas leur voix, n'ont pas voix au chapitre ou n'ont pas le sentiment? Est-ce qu'il n'y a pas justement ce fossé-là qui se crée entre légitimité démocratique et le fonctionnement réel de ces institutions-là? Ça, c'est un problème quasiment éternel de la construction européenne qui se renforce à mesure que les pouvoirs de Bruxelles se renforcent.
Et ça pose une des questions qui est de la source de légitimité des décisions qui sont prises. Cette source, elle provient d'une part des traités qui ont été décidés par les représentants des différents États. Et on vit sur une sorte de fiction qui serait que le Conseil des États européens, c'est-à-dire les représentants des gouvernements nationaux, constituerait le pouvoir législatif au niveau européen. Oui. Et que le Parlement européen serait une sorte de doublon avec moins de pouvoir, en tout cas moins de volonté d'utiliser son pouvoir. Puisqu'en fait, depuis les 2 ou 3 derniers traités, le Parlement européen a plus de pouvoir, mais il ne l'utilise pas. Il ne fait pas tomber la Commission comme ça, il n'impose pas un certain nombre de choses. Et donc il se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas avoir une institution législative qui représente véritablement les États membres, une seconde chambre, quelque part, qui ferait venir au niveau européen des représentants élus au niveau national, sénateurs, députés ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une réflexion qu'on a pu avoir en France sur les évolutions des institutions. Mais ça, c'est procédural. Il faudra aussi, on va peut-être y revenir, avoir une analyse de pourquoi il y a cette crise aujourd'hui. Et je crois, pour le dire en un mot, c'est une crise qui provient du fait qu'on a conçu l'Europe comme une Europe de la convergence. Tout le monde allait dans la même direction et on a mis en place des instruments qui travaillent et organisent cette convergence. Or, ce qui s'est passé depuis 10-15 ans, c'est une très forte divergence dans les stratégies économiques retenues et poursuivies, comme dans les résultats. Et on a aujourd'hui ce que j'appelle une dualisation de l'Europe. On a le cœur et le nord de l'Europe qui estiment avoir fait les efforts, estiment avoir tourné leur économie vers les exportations, et puis une périphérie européenne, l'Europe du Sud, de l'Est et un peu la France, qui se trouve sommée de faire des économies, de devenir moins chère pour pouvoir être compétitive, et qui ne se sent pas dans le même rythme que le nord de l'Europe. Donc c'est un problème en bonne partie économique. C'est très fortement un problème économique entre des institutions qui sont là pour organiser la fiction de l'idée qu'il y aurait une économie européenne, oui. Une monnaie unique, mais aussi une économie européenne, et la réalité qui est que différents pays ont suivi différentes stratégies et se retrouvent à des points différents, et donc nécessiteraient par exemple une politique monétaire différente, politique salariale différente, etc. Oui. Monsieur Ross, vous partagez cette analyse? Oui, plus ou moins. Mais je pense que Bruno parle au fait de séquence des événements dans la crise du zone euro. Et moi, je ne serais pas entièrement d'accord avec lui parce que je pense que lui, il a raison de dire que la Commission a pris beaucoup plus de pouvoir dans cette affaire et que la Commission est vue comme technocratique et pas démocratique par beaucoup de monde et surtout à cause des résultats de la crise du zone euro. Mais en même temps, si on regarde, et je pense que ça c'est aussi important que la Commission, les décisions dans la crise de la zone euro ont été prises par les États membres qui négociaient multilatéralement ensemble sous tel des États la tête du Conseil européen, qui est l'organisation de... Et c'est devenu de plus en plus intergouvernemental, la prise de décision. Ensuite, on donne des pouvoirs à la Commission pour les exécuter. Mais les deux choses à la fois, dans la crise de la zone euro, il y a quelque chose de très bizarre. C'est à mon avis. Il y a beaucoup de bonnes paroles sur cette question. Donc. Mais ce qui s'est passé, c'est que, au fait, les Français et les Allemands se sont mis ensemble, oui. avec des pays derrière, du Nord, pour essayer de changer ce que faisaient les États pauvres, donc périphériques, qui avaient des problèmes de dette. Donc, très bien, mais dans cette affaire, c'était les Allemands qui avaient été plutôt la puissance derrière, pour des raisons diverses et variées. Et je pense que si on voit que les Italiens, les Grecs, et les Portugais, et même les Espagnols, et les Italiens en plus, ont dit ça, si derrière tout ça, c'est une puissance qui nous dicte des choses, la marche à suivre, oui. Et que la Commission ensuite prend ses dictats pour renforcer, exécuter la chose, c'est pas la même Europe. Ce n'est pas bien... C'est une nouvelle Europe, et on n'est pas du tout sûr qu'on le veut,
Et pour le moment, ça a fait beaucoup de dégâts à tout le monde. Je vois. Et pas tout à fait à tout le monde. Les Allemands sont assez contents de la situation. Un certain nombre de pays nordiques, l'Autriche, la Suède ou la Finlande, considèrent que si tout le monde, les Néerlandais moins, mais on a quand même pas mal de pays du Nord qui sont assez satisfaits de la situation et qui ne comprennent pas pourquoi les pays d'Europe du Sud ne s'appliquent pas les régimes drastiques qu'ils se sont opposés à eux-mêmes et qui ont des bons résultats. Puis la Grande-Bretagne aussi est relativement satisfaite du statu quo. Pas satisfaite de l'Europe. Non, mais du statu quo institutionnel. Je voudrais revenir sur le Parlement européen. Bon, ici, on est au Canada, on ne vote pas évidemment dans les élections européennes et ça nous paraît un peu lointain, mais votre suggestion est d'avoir une nouvelle chambre au Parlement européen. Mais avant ça, pourquoi le Parlement européen, malgré les pouvoirs dont il est pourvu, ne les utilise pas? Il y a beaucoup d'analyses possibles, bien sûr. Une des analyses que l'on peut faire, c'est qu'il n'existe pas d'espace politique européen unifié. Donc vous n'avez pas de parti politique qui existe véritablement au niveau européen, donc une identité partisane qui serait européanisée, si on peut dire. Même si on peut noter qu'il y a un renforcement de l'identité européenne des partis, et notamment une grande innovation qui a été quasiment imposée par l'histoire au Parti populaire européen, donc le centre-droit européen, c'est-à-dire que chaque parti européen présente un candidat qui sera son candidat pour la présidence de la Commission européenne. Il n'y a aucune obligation de le faire. Le Parti socialiste européen a décidé de le faire avec Martin Schulz, et on voit que le Parti populaire européen a aussi décidé de le faire. Et ça, c'est évidemment la personnalisation, ça contribue à unifier un petit peu les choses. Il reste qu'il ne suffit pas de personnaliser, il faut aussi avoir un programme. Oui. Et là, il n'est pas clair que les Allemands, les Français, les Italiens, du centre-droit ou socialiste ou écologique, arrivent à se mettre d'accord sur des choses claires et qui permettraient d'avoir un programme d'avenir. C'est un vaste sujet et manifestement, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais on doit malheureusement s'arrêter là. Georges Ross, merci d'avoir été avec nous. Bruno Palier, à vous également, merci et bon séjour à Montréal. Merci beaucoup. Alors, la Chine monte et monte, aucun doute là-dessus. Deuxième économie mondiale depuis 2010, deuxième pays pour ses dépenses militaires, 166 milliards, loin derrière les États-Unis à 682 milliards, mais tout de même relativement loin devant la Russie, qui est à 91 milliards. Les États-Unis ont bien saisi cette montée en puissance de la Chine, puisque l'administration Obama a lancé son pivot vers l'Asie il y a quelques années, qui consiste à relocaliser ses forces armées dans la région Asie-Pacifique. Depuis quelques années, Pékin affirme haut et fort sa souveraineté, sa présence dans son proche étranger, en réclamant sa souveraineté donc sur des territoires terrestres et maritimes dans son environnement. Et à l'extérieur, la Chine est également très présente, en Afrique, par exemple, où ses entreprises d'État et sa main-d'œuvre sont devenues immanquables. C'est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Alors, comment se traduit cette montée en puissance de la Chine à l'extérieur de ses frontières? J'en parle aujourd'hui avec Marie-Ève Reny et Mamoudou Gazibo, tous deux professeurs de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Marie-Ève, je commence avec vous. Vous connaissez ce qui se passe dans le voisinage immédiat de la Chine. Comment la Chine y manifeste sa puissance pour l'instant? Pour l'instant, la Chine réagit, et je prends l'exemple des îles Diaoyu et Senkaku, parce que c'est un peu la crise, le conflit qui a animé les médias. Entre la Chine et le Japon? Entre la Chine et le Japon, donc depuis septembre 2012. La Chine, je pense qu'il est important de commencer en disant que la Chine manifeste sa puissance de manière défensive plutôt qu'offensive. La crise a été entamée, je dirais, non pas par la Chine, mais par le côté japonais, avec l'achat de certaines de ces îles-là qui appartenaient à des propriétaires privés japonais par le gouvernement japonais. Et finalement, le conflit s'est détérioré petit à petit. Et
en novembre 2013, la Chine a déclaré l'ouverture, donc l'établissement d'une zone d'identification de défense aérienne qui recouvrait les îles Diaoyu, Senkaku. Voilà, afin d'affirmer sa souveraineté sur ces îles. Quand vous dites que c'est plus défensif qu'offensif, est-ce que ça veut dire que vous n'y voyez pas une progression ou un comportement de plus en plus agressif de la part de la Chine ou plus revendicateur? Je pense qu'il ne serait pas raisonnable pour un pays qui dit être souverain sur ses territoires de ne pas réagir de la manière dont la Chine a réagi jusqu'à présent. Je pense que la Chine réagit comme tout État rationnel qui revendiquerait la souveraineté sur ces îles le ferait. Et par ailleurs, cette zone de défense aérienne, une fois annoncée, elle paraissait comme une démarche offensive du point de vue de l'observateur. Mais quand on creuse un peu plus, on se rend compte que la Corée du Sud a une zone de défense aérienne, le Japon en a une, plusieurs autres pays dans le monde en ont, pour d'autres raisons. Alors la question se pose à savoir pourquoi la Chine ne pourrait pas avoir sa propre zone de défense aérienne également. Donc d'accord, ce n'est pas elle prend sa juste place, si on veut, ou du moins, elle ne fait pas quelque chose d'inusité complètement dans cette région. Elle ne fait pas quelque chose d'inusité dans cette région. Elle cherche à prendre sa place. Je devrais ajouter que ces décisions-là, qui peuvent par moments être perçues comme étant un peu agressives, viennent également du fait que le gouvernement chinois a les mains liées face à une population chinoise nationaliste, très revendicatrice. Le nationalisme anti-japonais en Chine est un problème qui est assez majeur au sein de la société. Xi Jinping a également un contrôle très fort sur l'armée, mais se doit d'avoir des relations très bonnes avec l'armée, et certains des hauts placés au sein de l'armée sont assez nationalistes également et s'attendent à ce que la Chine prenne une position revendicatrice par rapport au Donc, il y a un Japon. peu de rhétorique à consommation interne, si on veut. Tout à fait. D'accord. Mamoudou, vous connaissez bien le théâtre africain et les relations de la Chine avec ce continent. Comment fonctionne cette alliance commerciale-là, qui est assortie aussi de conditions politiques ou d'une relation politique également, n'est-ce pas? Oui, vous savez, la relation entre la Chine et l'Afrique n'est pas nouvelle. Elle est très ancienne. Ce qui a changé à partir des années 2000, c'est l'ampleur que cette relation a prise. Aujourd'hui, elle est d'une, vous l'avez souligné en introduction, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Les échanges sont de l'ordre de 200 milliards depuis 2013. Et c'est énorme. Et aussi, cette relation a été institutionnalisée. Depuis 2000, il y a le Forum Chine-Afrique qui réunit tous les 3 ans les chefs d'État et les décideurs africains et chinois, alternativement en Chine et en Afrique. Et donc ce caractère institutionnel-là ne fait que renforcer une relation qui, donc, depuis une douzaine d'années, a pris vraiment un envol exceptionnel. Oui, mais il y a une dimension géostratégique aussi. Il y a on parle de vente d'armes, par exemple, ou aussi sur la question diplomatique. La présence de la Chine en Afrique, par exemple, a amené certains pays africains à ne plus reconnaître Taïwan, par exemple, et ne reconnaître que Pékin. Est-ce qu'il y a une incidence diplomatique et stratégique importante? Absolument. Vous savez, les Chinois ont coutume de dire que s'ils ont un siège aux Nations Unies aujourd'hui, en tant que membres permanents disposant du droit de veto, c'est en grande partie grâce à leurs amis africains. Ah oui? Oui, parce que l'Afrique a soutenu la Chine continentale, parce que vous le savez, Taïwan a occupé ce siège-là à un moment, et c'est avec l'appui massif des pays africains aux Nations Unies que la Chine a récupéré ce siège. Donc cette dimension diplomatique, géopolitique, stratégique, elle est ancienne elle-même. Mais aujourd'hui, elle l'est davantage pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est Taïwan. La Chine a fait des efforts énormes pour isoler Taïwan sur la scène africaine. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 4 pays africains qui reconnaissent Taïwan sur 54. Ah oui. Donc on voit que pour les Chinois, maintenir de bonnes relations avec les pays africains pour isoler Taïwan est quelque chose d'essentiel. Mais ensuite, il y a d'autres enjeux. Il y a des enjeux qui sont
des enjeux stratégiques. Un pays comme le Sénégal est une porte d'entrée pour les Chinois. Il y a des enjeux effectivement miniers, pétroliers, oui. Mais la coopération entre la Chine et l'Afrique, elle est multidimensionnelle. Donc il y a des aspects comme ça, diplomatiques, stratégiques, il y a des aspects miniers, pétroliers, mais ça c'est juste certains des aspects en fait d'une relation qui est multidimensionnelle. Oui. Il y a une question qui est très débattue. Avec la montée de la Chine, on se demande si il n'y a pas un comportement ou une volonté impérialiste derrière ça. Donc, selon, si on regarde en Asie ou à l'étranger, comme en Afrique, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'on peut dire que la Chine développe un comportement impérialiste, Maria? Non, je ne pense pas. Impérialisme voudrait dire que la Chine tenterait d'annexer des territoires qui ne sont pas les siens. Ce qui se passe par rapport aux îles Diaoyu, Senkaku, ce n'est pas ça. La Chine revendique la souveraineté sur ces territoires. Elle ne voit pas ça comme une conquête de nouveaux territoires qui ne seraient pas les siens. Non, je ne pense pas que sur ce plan-là, on puisse dire que la Chine soit impérialiste et je pense que la Chine, en ce qui a trait à la promotion de ses intérêts économiques, commerciaux et politiques à travers le monde, la Chine agit comme n'importe quelle puissance rationnelle qui chercherait à maximiser en fait ses opportunités d'investissement et elle n'agirait pas différemment que les autres puissances occidentales sur ce plan-là. D'accord. Je suis d'accord avec Maria. Je pense que souvent ceux qui tiennent le discours de l'impérialisme chinois sont souvent les mêmes qui ont eu une attitude impérialiste à l'égard de l'Afrique. La relation avec la Chine, en réalité, elle est une relation qui a ses problèmes, il faut le dire. Mais globalement, moi, ce que je constate, c'est que les Africains accueillent très bien cette relation-là dans l'ensemble, en tout cas du point de vue des États, parce que cela leur donne des marges de manœuvre nouvelles par rapport à la relation traditionnelle qu'ils ont eue avec les anciennes puissances tutélaires, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Et d'autre part, l'arrivée de la Chine sur le continent africain a changé beaucoup de choses. Par exemple, l'Afrique est en croissance économique depuis 2000, de 6% en moyenne par an. Et même la Banque mondiale reconnaît que la moitié au moins de cette croissance doit quelque chose à la Chine. La Chine, aujourd'hui, est sur beaucoup de plans en Afrique. Par exemple, les infrastructures dans lesquelles les pays occidentaux, en général, n'ont pas investi. La Chine est dans d'autres domaines. Par exemple, le Nigeria a lancé son premier satellite de télécommunications avec la coopération chinoise. Mais est-ce qu'on ne voit pas des limites à cette coopération-là? Et je prends pour exemple, parce que c'est tout récent, là, effectivement, cette alliance-là commerciale ou ces échanges commerciaux-là. On rapporte, par exemple, qu'il y a des permis d'une mine de charbon qui ont été retirés en Zambie, par exemple. Et au Gabon, la présence de Sinopec, une pétrolière en Chine, sa présence était disputée ou du moins pas très bien appréciée au Gabon également. Donc, est-ce qu'on ne peut pas voir aussi les limites de cette alliance-là en ce moment? Absolument. Je pense que souvent, ce que je dis, c'est que la relation avec l'Afrique, si elle est problématique, elle doit souvent à l'Afrique. Dans le sens où Marie-Ève le soulignait tout à l'heure, la Chine est un pays qui cherche à défendre ses intérêts. Elle le fait parfois différemment. Je pense qu'il y a une dimension assez particulière à la relation avec la Chine, de la Chine avec l'Afrique, parce que ce n'est pas un ancien pays colonial, c'est un pays qui a moins de marge de manœuvre sur les pays africains, notamment des moyens de pression militaire, diplomatique. Et donc, quand il y a des problèmes, mais quand il y en a, ce que moi je constate, c'est qu'il est plus facile d'en discuter avec la Chine qu'avec un autre grand pays. C'est l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade qui disait qu'il a réalisé plus dans une rencontre d'une demi-heure avec l'ancien président Hu Jintao à un sommet du G8 auquel il était convié, où les Chinois étaient que des années de négociations. Donc oui, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qu'on souligne sur le plan environnemental, sur le plan du droit du travail. Mais souvent, il faut aussi regarder comment les pays africains eux-mêmes gèrent ces questions-là. Bien. Merci beaucoup. On doit malheureusement s'arrêter, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir. Merci. Pour le segment hors champ, aujourd'hui, nous avons à la demande générale Rioa et Valérie. Rioa, comment savez-vous?
Oui, alors j'ai été frappée par une nouvelle scientifique qui a été rapportée un peu partout, et notamment dans la revue Ecologia, et ça rapporte en fait les résultats quand même très intéressants d'une équipe de recherche scientifique qui étudie en fait l'impact environnemental de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et ils ont constaté que, bien sûr, tout le monde sait que les effets des radiations de Tchernobyl ont eu un impact dévastateur sur le règne animal, la flore, etc. Mais là, on se rend compte en fait que ça a eu un impact assez significatif également sur des organismes, dont par exemple des microbes responsables de la moisissure et sur des insectes. Ces organismes et ces entités qui sont responsables du phénomène de décomposition qui, comme on le sait, est un phénomène absolument essentiel qui permet la régénérescence d'un environnement naturel. Or, il se trouve que dans la forêt rouge qui est une forêt à peu près à l'épicentre de la catastrophe de Tchernobyl, où les pins sont devenus rouges, très rougeoyants, tout de suite un peu avant de mourir suite à la catastrophe nucléaire, eh bien, on s'est rendu compte que 15-20 ans après la catastrophe nucléaire, ils ne se sont toujours pas décomposés. Et donc, suite à certaines recherches scientifiques, ils ont pu démontrer, là, tout à fait récemment, qu'en effet, il y a de moins en moins d'insectes et que les effets de la radiation ont eu un impact dévastateur, effectivement, sur des micro-organismes responsables de la décomposition. Bien. Valérie? Oui, on change vraiment de thématique. Donc moi, je voulais vous inviter à faire un petit voyage à New York et aller visiter l'exposition qui se tient en ce moment au Centre international de photographie à New York, qui s'appelle Capa in Color, qui reprend les photographies en couleur de Robert Capa, ce grand photojournaliste qui est un des cofondateurs de l'agence Magnum. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce qu'on découvre que cet homme, dont on connaît surtout les travaux pour ses travaux en noir et blanc, que ce soit des photos d'ailleurs de personnes connues ou que ce soit des photos de scènes de guerre, on lui refusait en fait tous ces tirages en couleur, ou la plupart, on le censurait en quelque sorte sur la couleur, au motif que la couleur embellissait un petit peu trop des situations atroces. Et ça m'a fait penser à toute une série de photos qu'on a vues passer sur Twitter, Facebook, etc., qui nous informent des conflits, mais qui finissent toujours par se ressembler les uns un peu aux autres. Et effectivement, la couleur peut-être banalise un peu l'horreur. Bien. Valérie Ruat, merci d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, merci également d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.